Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la création d'un nouveau composant HTML, CSS, JavaScript. Aujourd'hui on va faire un switch. Alors un switch c'est un peu comme un checkbox en fait, c'est remplacer un checkbox par quelque chose d'un peu plus sympa comme on a sur les smartphones, quelque chose qu'on peut switcher à gauche et à droite pour activer ou désactiver. Alors comme d'habitude on va faire un nouveau dossier, on va l'appeler switch, sans faire de faute de préférence, je fais beaucoup de fautes en ce moment. Dedans on va faire un fichier switch.js. On fait la même faute. Switch.js. Et donc une classe switch avec un constructeur qui va bien. Dans l'idée, ce qu'on devrait pouvoir afficher, alors je vais charger tout de suite le switch comme ça on l'aura. Hop. Donc on devrait pouvoir avoir un div data component égale switch. Ce qu'il faudra pouvoir préciser, alors, ce sera un name, étant donné que ça va créer un checkbox à l'intérieur, il faut qu'on puisse y mettre un name pour qu'il soit valide dans le formulaire. Donc on va mettre un data name égal, je vais l'appeler test par exemple. Ça sera déjà bien comme ça. Au niveau du script, donc on va prévoir de la même façon que d'habitude un data component pour le switch. Et pour chaque élément, on fait un nouveau switch. Et déjà, ça, c'est pas mal. Dans le switch, du coup, on va avoir le element ici. L'idée, on va conserver le element. Et on va récupérer le nom. Donc 6.name égale element.dataset.name. Il faut créer un petit bloc HTML. Alors l'idée, c'est d'avoir un checkbox. Mais en fait, les checkbox en HTML, CSS, on ne peut pas tellement les designer. On ne peut pas beaucoup changer leur affichage. Donc l'idée en fait c'est de cacher le checkbox et avoir quelque chose d'autre qui va s'afficher à la place. Le problème c'est que ce quelque chose il faut qu'il réagisse sur le clic du checkbox. Et si le checkbox est caché, on ne peut pas vraiment cliquer dessus. Pour ça il y a une petite astuce en fait en HTML, vous avez déjà dû voir dans les formulaires, on peut faire des labels pour préciser un nom avant un champ. Et pour les checkbox en fait on peut mettre le checkbox à l'intérieur du label. Et du coup si on clique sur le label, ça revient à la même chose que si on cliquait directement sur le checkbox. Donc si on met le checkbox à l'intérieur d'un label, qu'on masque le checkbox et qu'on clique sur le label va prendre en compte le clic, le checkbox va être coché, et on pourra donc afficher le label et son contenu comme s'il était coché. Donc on va commencer par faire un label. Hop, label. Le label, on va lui ajouter une classe. Je pense qu'on va l'appeler switch, tout simplement. Class list.add switch. Et directement dans Elements, on va ajouter le label. Label. Dans ce label, comme on l'a dit, on va ajouter un checkbox. Document.getElément. C'est un input. Checkbox, on va lui ajouter un attribut name avec this.name. On va lui aussi lui ajouter un attribut type, parce que input, on peut faire un input type texte, input type password, input type checkbox ou radio ou d'autres choses. Donc on va lui ajouter le type checkbox. Et on va faire donc this.label cette fois-ci, .append child this.checkbox. Comme ça on ajoute bien le checkbox à l'intérieur du label, ce qui va être important après. Et on va rajouter un autre élément à l'intérieur de ce checkbox, enfin de ce label plutôt. On va l'appeler un slider. Ça va être l'élément en fait qui va glisser d'un côté à l'autre. Donc this.slider document.createElement. Là on peut faire un span ou un div, peu importe. Le slider, on va lui ajouter une classe slider pour pouvoir l'identifier en CSS.
Et on va le rajouter, donc 6.label.appendChild, 6.slider. Voilà. Au niveau JS, il n'y aura pas beaucoup plus que ça, on va faire des petits trucs en plus après, mais ce sera de l'amélioration sur certaines choses. Mais là, sinon, il ne va pas y avoir grand-chose de plus. Là, la partie va surtout se jouer au niveau du HTML. Donc, je vais faire un fichier... au niveau du CSS, pardon, j'ai des bêtises. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonjour à tous ceux qui sont là. Merci d'être venus aujourd'hui encore. Et n'hésitez pas à reprendre en cours, posez vos questions si vous en avez, je répondrai au fur et à mesure. Donc, au niveau du switch, je vais ajouter un nouveau fichier switch.css. Ce fichier, je vais aller le charger ici parce que je vais en avoir besoin. Sans faire de faute, ce sera mieux. Dans ce fichier switch, qu'est-ce que je vais faire? Il va y avoir pas mal de petites choses à faire. La première chose, c'est le switch en lui-même. Donc le point switch, pour rappel, le point switch, c'est cet élément-là, donc le label. Le switch, on va le mettre en display inline block. Et on va lui mettre une taille. Donc par exemple, je vais mettre en largeur, il va faire 60 pixels. Et en hauteur, on va mettre 34 pixels. Ensuite, on a le point switch et input. Donc le checkbox qui est à l'intérieur. Le checkbox, il ne faut pas qu'il soit affiché. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire un display none sur un checkbox de mémoire. Je vais le tenter, mais je crois que ça suffit pas et que ça ne fonctionne pas. Je vais déjà aller vérifier ça. Hop, Open with Live Server. Donc, j'ai tout ici. Ah oui, j'ai encore mes éléments d'hier. Je vais les mettre en commentaire qui ne nous gênent pas pour aujourd'hui. Zut. Hop. Là, effectivement, il est masqué. Donc, je vais continuer, on va voir si ça va ou pas. Ensuite, on a le slider. Donc le slider, c'est le span qui est à l'intérieur pour réussir à afficher le check. Le slider, comment on va le faire? Déjà, on va lui mettre un curseur pointer, comme ça le curseur va changer quand on est au-dessus, on va voir qu'on peut cliquer dessus. Si je regarde, il n'y est pas pour l'instant, je vais vérifier après. Je vais regarder un petit peu d'ailleurs le HTML, est-ce qu'il a bien été généré? Au niveau du HTML, du coup, j'ai bien un label switch dans lequel j'ai impute checkbox et un slider. Et mon slider est ici, il n'a pas encore de taille, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Le slider, on va lui mettre un background color qui... On peut mettre du gris par exemple, je vais prendre le 30-30-30 qui est bien. Et on va rajouter un point un slider de point before. Ça c'est pour pouvoir rajouter en fait un élément à l'intérieur en CSS. Celui-là on va lui mettre une position absolue. Ça va permettre de le positionner directement en fait à l'intérieur du slider. On va mettre un content, c'est le contenu en lui-même qu'on veut rajouter. Alors on met rien du tout comme contenu, mais c'est juste pour dire d'avoir un contenu, il faut préciser un contenu. On va lui mettre une hauteur. Alors la hauteur, faut mettre moins que le switch, vu qu'on va être à l'intérieur. Dans l'idée, on va mettre un petit peu moins, par exemple, on va mettre 26 px. En largeur, on va mettre la même chose pour avoir un élément. Vous allez voir qu'on va faire un rond, donc on va essayer de mettre exactement la même taille, sinon ça va faire un ovale. Et 26 px, ça fait que du coup, ben, left, je vais mettre 4 px. Et bottom, je vais mettre 4 px aussi. Et si on regarde bien, en fait, 4 px, c'est pas par hasard, c'est pour dire que on a 34 px, en fait, on va avoir 4 px de marge partout autour. Donc au-dessus 4, en dessous 4, donc 26 plus 4 au-dessus plus 4 en dessous, on arrive à 34 à nouveau. Les chiffres sont pas par hasard. On va lui mettre une couleur aussi, donc background color, on va le mettre en blanc. Ça fera déjà bien pour le moment. Et là, on va faire un petit peu les animations. Donc le truc, c'est déjà de réussir à changer la couleur du slider quand on clique dessus. Donc pour ça, on peut se baser en fait sur le checked. Donc on va reprendre le point
switch input 2.checked, ça, cet élément ne va s'appliquer que au moment où le checkbox est coché. S'il n'est pas coché, ça ne va pas s'appliquer. Et du coup, on peut utiliser le plus, qui est pour sélectionner un next sibling, donc en fait un élément voisin. Pour reprendre un petit peu au niveau du HTML, on voit que le input est ici et le span, du coup, c'est un élément voisin. Il est dans le même conteneur et il est au même niveau. Donc on peut faire le plus pour sélectionner un élément voisin et on fait plus.slider. Comme ça ne va s'appliquer que pour les sliders dont le input est coché. On va lui mettre un background color. On va prendre un var. Je vais faire un success, tiens. En vert, ce sera plus sympa. Alors, je vais reprendre un peu ce que j'avais fait et je vais rajouter avec le success en plus. Hop, donc voilà les variables. Donc là, quand il va être coché, on va donc avoir normalement le fond qui s'affiche en vert. Ça devrait déjà être pas mal. On va améliorer ça après. Et pour l'instant, il ne s'affiche pas. Il est à 0 pixel. Je pense que c'est à cause de ça. Non. Alors j'ai dû oublier un petit truc. Le switch, il est bien ici. Slider. Ah oui. Je vais mettre une position absolue aussi. Alors absolute, c'est nécessaire pour pouvoir faire l'animation après en fait, surtout. Ça marche toujours pas. Je vais trouver. J'ai bien mon élément à l'intérieur, mais j'ai pas le span slider en lui-même, il n'a pas de taille. Alors, je cherche un petit peu pourquoi, j'ai dû oublier quelque chose. Ok. Alors oui, en plus de position absolue, il faut rajouter 4 tailles. Ici. Donc, non, des positionnements plutôt. Donc top 0, left 0, right 0 et bottom 0. Hop. Ok, il est un petit peu trop grand. Un poil. Pourquoi il est trop grand? Bon, je vais mettre la même taille dessus que pour le switch. Ça permettra peut-être de régler le problème. Ah oui, là on commence à être pas trop mal. Donc on a l'élément qui ressemble un peu, on voit qu'il y a un curseur à l'intérieur qui peut bouger et quand on clique dessus, il passe en vert. Ça c'est pas mal. Maintenant il faut faire l'animation pour que l'élément se déplace à l'intérieur. Alors l'élément, on va faire un switch input de point checked. Donc plus point slider pour récupérer le slider et on fait le 2 points before pour récupérer l'élément qui est à l'intérieur du slider. Et on va faire un transform. On va faire un translate x, comme ça on le déplace à l'horizontale et on va le déplacer de 26 pixels. Alors pareil, 26 pixels, c'est pas par hasard. 26 pixels parce que l'élément lui-même fait 26 pixels à l'intérieur. On a 60 pixels, moins les 4 à gauche et à droite qui sont ici. Donc 60 moins 4 moins 4, ça fait 52. Et 52 divisé par 2, ça fait 26, vu que l'élément fait déjà 26 aussi. Donc du coup, on va le déplacer à droite de la taille qu'il fait et à gauche de la taille qu'il fait. Et là, si je reprends, je clique dessus, on voit que l'élément il se déplace à droite et à gauche. En fonction de s'il est coché ou pas. Alors je vais rajouter un petit margin autour parce que là, il est un petit peu collé. Margin. On verra un petit peu mieux comme ça, voilà. Donc là, on a bien notre élément qu'on peut cliquer pour cocher. C'est déjà un petit peu plus sympa qu'un checkbox.
Euh, Ce qu'on peut faire en plus, c'est une animation parce que là, enfin, là, plutôt un délai de transition parce que là, c'est un peu brutal. Du coup, dans le slider before, ici, on va rajouter une transition. On va mettre par exemple 0,5 secondes. Ça sera pas mal. Et là, cette fois-ci, quand je clique, on voit l'élément qui glisse à gauche et à droite. Voilà. Donc là, au niveau du CSS, on n'est pas trop mal. On a un élément qui va plutôt bien. Si je vérifie en même temps, je vais faire un query selector. Donc de input, je vais prendre le switch input, checked. Là, on voit qu'il est bien coché. Et si je reclique dessus, on voit qu'il n'est pas coché. Donc la valeur est bien prise en compte quand on clique dessus par le checked et ça va nous permettre de l'envoyer dans le formulaire. Alors maintenant, on peut rajouter des petits trucs en plus en JavaScript et en CSS. Le premier truc, c'est de pouvoir faire un truc arrondi parce que là, il est un peu carré, ça peut être sympa, mais ça peut être sympa aussi d'avoir un truc arrondi. Pour l'arrondir, ça va être relativement simple. On va faire un point slider point round et on va lui ajouter un border-radius 34 px. Toujours pas par hasard, hein, on reprend la taille de l'élément donc qui fait 34 px de hauteur. Là, on aura un point entièrement arrondi. Alors, il faut rajouter le point round et du coup, on va rajouter ici dans le HTML data-round égale true. Et dans le JavaScript, on va rajouter, donc c'est sur le slider, il est ici. If this.element.dataset.round égale true, à ce moment-là, this.slider.classlist.add round. Hop, on va aller tester ça. Là, on a bien un truc arrondi. On voit que le truc à l'intérieur, par contre, est encore un peu carré. Parce que j'ai fait que l'élément extérieur. On va rajouter aussi donc dans le CSS un point slider point round 2.before pour reprendre l'élément qui est à l'intérieur. Et on va lui rajouter pareil un border radius. Celui-là, je vais lui mettre 50%. À partir du moment où vous mettez 50%, normalement, ça fait 50% de la taille de l'élément arrondi en haut et 50% de la taille de l'élément arrondi en bas, donc ça fait un arrondi complet. Et là, on a bien le bouton qui est arrondi, et quand on clique dessus, il se déplace, il se met en couleur, et on voit bien qu'il est coché. Donc ça marche très bien tout ça. Un petit truc en plus qu'on peut rajouter aussi, c'est par exemple, là j'ai fait directement pour un checkbox, mais on peut faire exactement pareil pour des radios. Donc si je reprends par exemple au niveau du index, je peux rajouter un data-type égale radio. Hop. Et ce que je vais faire au niveau du switch, alors le type ça va être ici. Donc if, je vais reprendre ça. Donc cette fois-ci dataset.type. Je vais préciser s'il est différent de undiff. Faut mettre s'il vaut undefined. À ce moment-là, this.type égale checkbox. Et dans tous les cas, je vais faire this.type égale ça. Ça, je vais le mettre au début sur l'assignation des valeurs de la classe. Comme ça, si jamais le type n'est pas défini, ben à ce moment-là, on va faire checkbox. Et ici, on va utiliser this.type. Ça va être pratique parce que maintenant, dans le HTML, on peut faire aussi bien des radios que des checkbox. Et si on fait des radios avec deux qui portent le même nom, data type égale radio, il faudra peut-être préciser des valeurs, après aussi ça peut être pratique. Avec le même name, du coup, data-value égale yes, on va mettre un yes no par exemple. Bref, pas mal de choses. Hop, donc de la même façon, this.value égale element
un dataset.value et le 6.checkbox set attribute value. On va y mettre 6.value. Hop, si je reprends, donc là normalement on devrait avoir vraiment des radios. Ah, j'ai une petite erreur, des caractères en trop. Où ça? Ah zut. J'ai mal copié. J'ai supprimé un truc. Et là c'était round. Si je reteste maintenant, je devrais en avoir deux normalement. Ah, ils sont superposés tous les deux. À cause du position absolute. Hmm. Voilà. Donc il faudra que je retire ça. En fait, ça c'était pas nécessaire. Donc on a deux boutons radio et du coup si on en active un, bah, au final ça désactive l'autre. Comme pour des radios, on peut en sélectionner qu'un seul par classe. Tandis que si je retire ici, au niveau du index, le radio, là cette fois-ci on va avoir des checkbox et on devrait pouvoir cocher les deux normalement. Hop, donc ça il va falloir que je retire. Hop, et cette fois-ci je peux bien cocher les deux. Voilà, j'ai fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Je vais pas avoir grand chose de plus à vous montrer sur le Switch. J'espère que c'est un composant qui vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Je vais retirer le truc inutile pendant ce temps-là. Et j'espère que ça vous a plu. Alors on avait aussi parlé de modules il y a quelques jours. On peut peut-être aller un petit peu plus loin justement en prévoyant ça en mode module, ce qui permettrait de tout charger en une seule fois plutôt que de devoir à chaque fois charger indépendamment les différents éléments. Est-ce que ça vous intéresse qu'on puisse voir le chargement en module là aujourd'hui avec ça? Bon. Salut Aurélien, oui c'était encore très instructif, oui pour le chargement en module, très bien. Et ben c'est parti. Donc le concept, ça va être que notre script, en fait, on va le transformer en module. Donc je vais l'appeler component.js, ça va être notre fichier principal. Dans ce fichier-là, l'idée c'est de pouvoir faire des imports, donc importer d'autres fichiers JS. Pour ça, pour pouvoir faire des imports, on est obligé de le charger en fait en module. Donc je vais le remettre dans mon head, ici, et je vais rajouter ici un type égal module. Voilà. Donc ça c'est devenu un module. Dans ce module, je vais réorganiser un petit peu. Alors la première chose, bah, déjà, ça va être d'importer les éléments. Donc je vais faire un import de, on avait le progress bar, from le fichier. Donc le fichier c'était slash progress bar slash. Ah, il en veut pas, tiens. Il est au bon niveau pourtant. Bah oui. Parce que j'ai fait une faute peut-être. Je vais voir ça. Hop. Normalement ça devrait être ça. Hop, je vais faire pareil pour les deux autres composants. Donc on avait combo box du dossier combo box, le fichier combo box.js, et on avait le switch dans le dossier switch et le fichier switch.js. On va faire une classe component avec un constructeur. Le constructeur va prendre un élément. L'idée ici, c'est en fait refaire tous ces trucs-là.
Sauf qu'au lieu de le faire à chaque fois pour Progress Bar, pour Combo Box, pour Switch, on va le faire une seule fois. Et en fait, on va récupérer tout ce qui est Data Component. Donc dès qu'on va créer un composant qui a un attribut Data Component, ben, on va le récupérer et on va être capable de le traiter. Ici à l'intérieur, donc ce qu'on va faire, c'est un switch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas le même switch que celui qu'on vient de faire. C'est un switch JavaScript. C'est un peu comme un if-else, sauf que au lieu de faire if telle valeur, on fait ça, else if telle valeur, on fait ça, else if telle valeur, on fait ça. En fait, on fait un switch sur une valeur. Donc la valeur, ça va être element.dataset.component. Donc on va récupérer la valeur de ça. Et dans le switch, si cette valeur, on fait un case pour dire le cas. Donc si le case c'est, j'avais mis progress-bar par exemple, à ce moment-là, je vais faire quelque chose et break c'est pour dire j'ai fini. Ce quelque chose, ça va être un new progress bar element. Si mon data component c'est un combo box, on avait ici, à ce moment-là on va faire un new combo box. Et si mon data component c'est un switch, à ce moment-là on va faire un new switch. Donc tout ça on n'en a plus besoin. Et à la fin, donc là il me manque une accolade fermante, on va faire un let component égale new component pour le lancer. Hop, ce que ça va changer. Ces fichiers-là, je ne vais plus avoir besoin de les charger. Donc je peux les supprimer. J'en ai peut-être un, non c'est bon. Et si je reteste un peu tout ça, je vais voir ce que ça donne. Il va peut-être manquer le CSS quand même. Ouais. Script.js. Où est-ce que j'ai script? Ah oui, bah oui, je l'ai renommé component. Combo box yes does not exist. J'ai peut-être fait une faute de frappe. Donc component. Le dossier combo box, il est bon. Combo box.js, bah si, il est bon. Je vais regarder un peu ce qu'il a réussi à charger. Progress bar, il a réussi à le charger. Combo box, il a réussi à le charger. Switch aussi. Alors pourquoi il veut encore le charger? J'ai dû laisser quelque chose qui traîne quelque part. Mais non, c'est bien celui-là. Ah oui, petite chose aussi, il faut changer un petit peu les composants quand c'est comme ça. Alors c'est pas ça le problème, je pense, mais il faudra que je le fasse après. Pourquoi il en veut pas? Ah bah oui, si, c'est ça. Does not provide an export name default. En fait, il trouve bien le fichier. Les classes, il faut les changer pour pouvoir les exporter et les importer. En fait, il faut rajouter un export default ici devant chaque nom de classe. Ça va permettre de les exporter et donc de les importer de l'autre côté. Hop. Voilà, et cette fois-ci, quand je recharge, là j'ai bien tous mes éléments qui sont chargés. Vous voyez que j'ai bien mes progress bars qui se raffichent, mes combos où je peux saisir et j'ai bien tout le truc qui apparaît en dessous et mes éléments qui s'affichent ici en dessous. Et là, cette fois-ci, dans la page index, au final, je n'ai chargé que component.js en module. Pour le CSS, on peut faire pareil. On va avoir tendance en général à plutôt faire un fichier component.css qui nous évite d'avoir tous les fichiers séparés. Alors pour le développement, c'est bien de garder les fichiers séparés, mais après, quand on va déployer, c'est bien d'avoir un seul fichier pour réduire les temps de chargement. Hop. Alors ici, on est sur le switch. Ici, c'est la progress bar.
Ça, je vais le supprimer, on l'aura qu'une seule fois. Et on va faire le combo box ici. Hop, ici entre deux. Et je vais reprendre les variables que je vais mettre du coup une seule fois ici tout en haut. Avec un V à variable, ça sera mieux. Hop, et du coup au niveau du index HTML, ici, je vais retirer ces deux-là, je vais retirer celui-là. Et à la place, je vais charger components.css directement. Et là, j'ai toujours tout qui s'affiche bien, sauf celui-là. J'ai dû oublier quelque chose. J'ai bien mes couleurs. Ça, c'est étonnant. Le strip fonctionnait très bien. Pourquoi il ne fonctionne plus? Basic light. C'est ce que j'ai pourtant. Basic transparent. Ah, zut, j'ai pas copié. Voilà. Voilà, là on a les éléments qui apparaissent bien avec les bonnes couleurs et tout qui va bien. Et là, cette fois-ci, on a juste eu besoin de charger deux fichiers. Au niveau de l'index, on a chargé simplement le script componente principale et le CSS associé.